Tu prépares le repas pour ce soir. Tu poses l'assiette devant Léon, 5 ans, et sa réponse ? Blah, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Il repousse l'assiette, il en a même des hauts le cœur. Et pourtant, c'est exactement le même plat que la semaine dernière. Quoique. Ah non, attends. Effectivement, quand j'y pense, cette fois, les pâtes ne sont pas de la même marque. Et le jambon, il est coupé en carrés au lieu d'être coupé en lanières. Et les petits pois, ils se sont malheureusement mélangés avec les carottes. Ok, catastrophe. Ton enfant refuse de manger, il pleure, il jette l'assiette, et le repas se transforme en véritable négociation internationale. Alors forcément, tu te poses 1000 questions. Est-ce qu'il est difficile ? Est-ce qu'il a quelque chose contre moi ? Avant de dire qu'il fait un caprice ou qu'il teste l'adulte, on pourrait se demander, est-ce qu'il ne veut pas manger ? Est-ce qu'il ne peut pas manger ? Ou est-ce qu'il ne sait pas manger ? Parce qu'entre un enfant qui refuse de manger par choix et un enfant dont le système nerveux n'arrive pas à gérer certaines sensations, il y a tout un monde. On croit souvent qu'un enfant mange avec sa bouche. En réalité, il mange d'abord avec son cerveau et ses sensations. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement. Et aussi celui des adultes grâce aux réflexes archaïques. Je m'appelle Marion et ici on parle réflexes et motricité. Et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science, hein. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans ma pratique. Mon enfant est difficile pour manger. Et derrière cette phrase, on retrouve des réalités très différentes. Parce qu'un enfant qui mange peu, c'est pas forcément un enfant difficile. Un enfant qui refuse certains aliments, c'est pas forcément un enfant capricieux. Un repas qui dure 1 heure, c'est pas toujours un problème éducatif. Il existe ce qu'on appelle les troubles alimentaires pédiatriques. Ils regroupent des difficultés importantes autour de l'alimentation. Des repas extrêmement longs, des conflits quotidiens, un enfant qui refuse presque tout, qui garde les aliments longtemps dans sa bouche, qui a des hauts le cœur, qui tousse, qui semble ne pas savoir mâcher correctement, qui ne s'intéresse pas à la nourriture, ou qui accepte seulement une poignée d'aliments très précis. Parfois, il faut même sortir les dessins animés, courir derrière lui avec une cuillère ou inventer 1000 stratégies pour réussir à lui faire avaler quelques bouchées. Je te jure, les parents deviennent parfois de véritables animateurs de parcs d'attractions. Une cuillère pour papa, une cuillère pour mamie. Attention, l'avion arrive. Ouvre le hangar pour mettre l'avion. Et à la fin du repas, ils auraient presque mérité un César. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais applaudi parce que son enfant venait enfin de manger un petit pois ? Alors attention, tous les enfants sélectifs n'ont pas forcément un trouble alimentaire. Mais certains signes doivent nous alerter. Et lorsqu'ils sont présents, il est important d'en parler avec son médecin qui pourra orienter vers des professionnels formés. Parce que plus on comprend tôt ce qui se passe, plus on peut accompagner efficacement l'enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre façon de regarder ces difficultés. Une piste parmi d'autres, la piste des réflexes archaïques et de la sensorialité. Parce que lorsqu'on parle de manger, on imagine souvent uniquement le goût. Mais en réalité, manger, ça mobilise pratiquement tous nos sens. La vue, l'odorat, le toucher, l'audition, la proprioception. Les informations qui proviennent de la bouche, des lèvres, de la langue, des joues, des dents. Chaque bouchée représente une véritable avalanche d'informations que le cerveau doit analyser en quelques secondes. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que ça croque ? Est-ce que ça colle ? Est-ce que ça glisse ? Est-ce que c'est connu ? Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Et c'est justement là que les réflexes archaïques deviennent intéressants. Parce qu'ils répondent eux aussi à des informations sensorielles. Et dans cet épisode, je te parle du lien avec les sens, mais aussi de la sécurité intérieure du cerveau. Prenons par exemple le réflexe nauséeux. Ça, c'est un réflexe indispensable. Il protège nos voies respiratoires, et heureusement qu'il existe, parce que sinon, on s'étoufferait beaucoup plus facilement. Mais chez certains enfants, ce réflexe est particulièrement sensible. Une simple cuillère un peu trop profonde, un morceau avec des petits grains, une texture un peu collante et immédiatement, haut le cœur. L'enfant, il ne le fait pas exprès, c'est son corps qui répond avant lui. Si on prend maintenant un enfant qui présente une hypersensibilité sensorielle, souvent, on regarde uniquement son alimentation, mais si on élargit un peu, on découvre parfois beaucoup d'autres choses. Quand un parent me dit « il mange rien »,
Moi, je lui pose une autre question. Et en dehors des repas, est-ce qu'il aime le sable? Le shampoing, ça se passe comment? Et les étiquettes? Les vêtements, ça le gratte? Les manèges, il aime bien monter dedans? Et les feux d'artifice? Et il met ses mains dans le sable? Et souvent, les parents me regardent et me répondent « Mais comment vous savez ?» La sélectivité alimentaire, c'est souvent uniquement la partie visible de l'iceberg. Il refuse de marcher pieds nus dans le sable, il n'aime pas l'herbe, il déteste avoir les mains sales. Le shampoing, c'est un véritable cauchemar, le coiffeur aussi. Le brossage des dents, c'est compliqué. Les vêtements qui grattent, ça devient insupportable, il n'aime pas certains câlins. Et il fuit les endroits trop bruyants. C'est multisensoriel. Et c'est pour ça que les repas difficiles ne sont finalement que cette fameuse partie visible de l'iceberg. Parce que son cerveau, il traite énormément d'informations sensorielles toute la journée. Les réflexes archaïques et la sensorialité, ils ne sont pas responsables de toutes les sélectivités alimentaires, ce serait trop simple sinon. Ils sont une petite pièce du puzzle, comme les compétences motrices de la bouche, les expériences alimentaires, les émotions, les douleurs, le reflux, les allergies, les habitudes familiales, les interactions pendant les repas, les particularités sensorielles, le développement, le sommeil et plein d'autres choses. Les réflexes, ils viennent compléter ce puzzle et la compréhension de tout ça, le lien entre tout ça. Est-ce que tu connais le réflexe de Moro? Imagine que tu arrives dans un pays dont tu connais absolument rien. Tu comprends pas la langue, tu connais pas les plats, tu sais pas si l'eau est potable. Est-ce que spontanément, tu vas goûter tout ce qu'on te propose? Probablement pas. Tu vas choisir ce que tu connais. Ton cerveau cherche à se rassurer. Chez certains enfants, cette recherche de sécurité, elle est beaucoup plus présente. Un des rôles de Moro, c'est de détecter les changements inattendus, de donner un sentiment de sécurité face à la nouveauté. Chez certains enfants, tout ce qui est nouveau, ça demande davantage d'énergie. Ils préfèrent ce qu'ils connaissent, parce que ça rassure. Moro, il gère la sécurité intérieure. Donc s'il ne joue pas pleinement son rôle, on peut être en recherche de plus de sécurité justement. Et ça passe par un besoin de contrôle, par des routines, par ce qui est connu. Toujours les mêmes pâtes, toujours la même marque, toujours le même yaourt, toujours le même emballage. Souviens-toi de Léon. Les pâtes, elles ont changé de marque. Pour nous, c'est un détail. Mais pour son cerveau, c'est un peu comme si je te mettais ton café du matin avec du jus de tomate dedans. Imagine que tu sois Léon. Tu regardes ton assiette, tu vois des pâtes. Lui, il voit des morceaux qui brillent, une sauce qui colle, une odeur inconnue, une texture qu'il n'a jamais rencontrée. Ton cerveau te dit « des pâtes » et le sien, il reçoit peut-être une 50aine d'informations différentes. Donc forcément, alerte, problème, impact sur ma sécurité. En temps normal, le changement ne signifie pas forcément danger. Mais le cerveau, lui, il aime savoir où il met les pieds. Ça ne veut pas dire que le réflexe de Moro, il explique à lui seul la sélectivité alimentaire. Mais chez certains enfants, un système nerveux qui cherche énormément de sécurité et de prévisibilité peut rendre les nouveautés alimentaires beaucoup plus difficiles à accepter. Le cerveau, c'est un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Chaque aliment arrive, le videur demande « Je te connais? T'es dangereux? T'es déjà venu ici? Tu ressembles à quelque chose que j'aime ?» Si la réponse est non, il ne le laisse pas entrer. Chez certains enfants, le videur il est extrêmement prudent. Et chez d'autres, il laisse entrer presque tout. On pourrait faire le même parallèle avec le réflexe de paralysie par la peur, le RPP. Certains enfants ont besoin de regarder longtemps, sentir, observer, voir les autres goûter, poser 1000 questions avant d'accepter une bouchée. C'est pas forcément de l'opposition. C'est parfois une façon pour leur cerveau de se rassurer avant d'explorer quelque chose de nouveau. Tu connais peut-être cet enfant qui regarde sa fraise pendant 5 minutes, qui la touche, qui la renifle, qui l'écrabouille, qui demande c'est quoi, c'est qui l'a fait, pourquoi elle est rouge, pourquoi elle est sucrée. Nous on pense qu'il fait durer. Lui, il fait une enquête, il explore et il sécurise son système nerveux. Tout ça avant de la mettre en bouche, cette fraise. Un RPP encore actif, ça signifie pas attention, alerte, danger imminent. Ça voudrait plutôt dire et si c'est dangereux? Alors je me fige, j'observe, avant de me sentir en sécurité et de commencer à explorer. Imagine Léon devant sa fraise. Il la regarde, il la connaît, tout va bien. Et puis maman la coupe en deux. Catastrophe, parce que maintenant, c'est plus la même fraise. Je me rappelle d'une maman qui m'avait dit « Marion, il mange des saucisses, mais uniquement celles de cette marque-là. Et si je les mets dans une autre boîte, il n'en veut plus. » Alors que c'est les mêmes saucisses, le même goût, mais plus le même contenant.
La première fois qu'on entend ça, on se dit c'est impossible. Et puis quand on comprend mieux comment fonctionne le cerveau et certains réflexes, tout devient logique. RPP et Moreau, ils sont plus d'accord avec ça. Et ils ont peut-être besoin d'être apaisés. Je te propose une petite expérience, parce que je t'ai dit, ici, on fait quelques expériences, mais c'est toujours pour la science. Ferme les yeux. Je vais te demander d'imaginer que tu manges une huître. Tu sens son odeur, sa texture visqueuse, elle glisse sur ta langue, tu la mâches. Certains d'entre vous viennent probablement de faire une grimace, et pourtant, il ne s'est absolument rien passé. Tu n'as rien mangé. Ton cerveau a simplement imaginé une sensation. Ton cerveau, il est prévisible et il a déjà commencé à réagir. Imagine maintenant ce qui se passe chez un enfant dont le cerveau vit réellement cette sensation comme désagréable. Nous, les adultes, on adore dire « Mais goûte, c'est bon, tu verras bien, c'est super bon ». Oui, mais quand la découverte ou l'exploration sensorielle elle est compliquée, c'est exactement comme si je te disais « Tiens, Marion, goûte ce fromage fermenté aux asticots, tu verras, c'est délicieux ». Forcément, t'hésites tout de suite un petit peu plus. Et puis, il y a aussi la relation. Parce que manger, ça n'est jamais seulement manger. Les repas sont aussi des moments de partage, de plaisir, d'émotion et parfois de tension. Certains enfants utilisent l'alimentation pour exprimer un désaccord, un besoin de contrôle ou une difficulté dans la relation. Imagine maintenant Léon, depuis le début du repas, tout le monde le regarde. Papa insiste, mamie dit « Avec moi, il mange rien ». Son frère a déjà terminé. Et on le compare à son frère, avec tout ce qui se passe bien. Lui, il aimerait juste que tout s'arrête, qu'on le laisse tranquille. Ne veut plus manger. Tu sais ce qu'il entend, lui ? T'es difficile, tu fais exprès, tu me fatigues. Regarde ton frère. Alors que lui ne comprend même pas pourquoi son propre corps réagit comme ça. Là encore, les relations, elles peuvent être multiples. Allez creuser les relations intrafamiliales au-delà de l'attachement. Il est donc essentiel de ne pas tout expliquer par les réflexes archaïques. Il constitue une piste de compréhension parmi d'autres qui mérite d'être explorée lorsque le tableau clinique s'y prête. Alors comment on peut aider ces enfants ? La première chose, c'est d'arrêter de penser uniquement à ce qu'ils mangent. Intéressons-nous aussi à ce que son cerveau ressent. Est-ce qu'il aime toucher différentes textures, marcher pieds nus, sentir les fleurs, faire de la pâte à modeler, manger une pâte à gâteau avec les mains, sentir des épices, jouer avec des aliments sans obligation de les manger ? Parce que le cerveau apprend grâce aux expériences. Des expériences multisensorielles avec tout son corps. Plus un enfant découvre son environnement avec plaisir, plus il construit progressivement une sécurité sensorielle. Et cette sécurité, elle pourra ensuite se retrouver dans son alimentation. Le cerveau, il adore explorer. Tu peux très bien proposer à ton enfant de sentir un aliment, mais aussi une fleur par exemple, puis de la toucher, puis de l'écraser entre les doigts, puis de la couper, puis de nourrir une poupée avec, puis de faire de la peinture avec. Et peut-être, seulement plusieurs jours plus tard, de goûter un minuscule morceau de cet aliment. Le cerveau construit la confiance avant de construire le plaisir. Manger, ça mobilise tous les sens, comme je te l'ai dit. Une chips, tu l'entends ? Tu la vois ? Tu la sens ? Tu la touches ? Tu la croques ? Tu sens le sel, tu sens sa température, tu sens les morceaux qui restent collés sur ta langue. Tout ça en une seule bouchée. Apprends à manger en conscience. Donc tu pourrais toi-même faire une expérience avec ton enfant ou la proposer à ton patient et sa famille. Pendant une semaine, interdiction de demander de goûter. C'est mission impossible. Le seul objectif, ce sera par exemple sentir une fraise, écouter le bruit d'une carotte qu'on casse, faire des tampons avec un poivron, cacher des petits pois dans du riz, cuisiner ensemble, lécher une cuillère si on en a envie. Mais ne plus utiliser la phrase « goûte ça ». On la remplace par des missions, des défis inventés par les parents et par les enfants. Le cerveau, je te l'ai dit, il adore explorer quand il sait qu'il est libre. Et surtout, n'oublie jamais une chose, c'est qu'un enfant qui refuse de manger, c'est pas forcément un enfant qui ne veut pas manger. Parfois, il ne peut pas. Parfois, il ne sait pas. Et parfois, son système nerveux a simplement besoin qu'on l'aide autrement. Si ton enfant présente des difficultés alimentaires importantes, des repas très conflictuels, une croissance qui t'inquiète, des hauts le cœur fréquents, des difficultés de mastication, une alimentation très limitée, n'hésite pas à en parler avec ton médecin. Des professionnels formés aux troubles alimentaires pédiatriques pourront réaliser un bilan complet et rechercher les différentes causes possibles.
Parce que derrière une sélectivité alimentaire, il n'existe jamais une seule explication. Et c'est justement ça qui est passionnant. Observer l'enfant dans sa globalité. Son corps, ses sens, ses émotions, ses mouvements et son histoire. La prochaine fois que ton enfant repoussera son assiette, avant de lui demander pourquoi tu veux pas manger, demande-toi plutôt mais qu'est-ce que son cerveau est en train d'essayer de protéger ? Et si avant de nourrir son ventre, il fallait d'abord rassurer son cerveau ? Peut-être que demain, Léon il mangera encore uniquement ses pâtes préférées. Et c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, ses parents auront peut-être commencé à comprendre ce que son cerveau essayait de leur dire. Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leurs comportements, et le tien également. Faire du lien entre la posture, les émotions, les capacités d'apprentissage, la coordination grâce aux réflexes archaïques. Et si tu fais toi-même quelques expériences culinaires par exemple, c'est toujours pour la science, hein. Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur Bablig et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.